bonjour à tous. On est vraiment heureux et heureuses de faire cette journée avec vous aujourd'hui. C'est hyper émouvant de voir des professionnels de santé, des proches et des personnes qui sont concernées ou qui se sentent concernées par le trouble borderline réunis pour diffuser le même message. C'est trop beau. Et pour commencer, pour se remettre un peu de la pause du café et moi de mon anxiété d'être là devant vous tous et toutes, est-ce que ça vous va de juste prendre 30 secondes pour fermer les yeux et vous connecter à votre respiration, votre inspire, votre expire, et vous connecter à cette émotion d'union, d'unicité, parce qu'aujourd'hui on est tous là pour la même chose. Pour diffuser un message d'espoir et déstigmatisant sur le trouble borderline. Et finalement, on est tous un peu différents, mais tous un peu pareils. Et tous réunis autour du même objectif. Et de valeurs communes, du coup. Une fois que vous avez mesuré cette unicité en vous et avec les autres, vous pouvez revenir avec moi. Et Diego, Tom. Ça, c'était pour vous faire un petit peu expérimenter un des concepts de la dialectique. Parce que thérapie comportementale, dialectique, c'est un grand mot qu'on a du mal à comprendre et qu'on a du mal à expliquer parfois. Et c'est très philosophique. Et en fait, la dialectique, c'est faire partie d'un tout, malgré nos différences. Et les personnes qui ont un trouble borderline, elles se sentent souvent différentes, elles l'ont dit, Céline nous l'a dit. Ah ouais, c'est bon. Elle est dehors. Donc elle nous l'a dit, et donc c'était l'idée de voir qu'on peut être différents et tous ensemble en même temps. Donc c'est synthétiser des contraires, des idées qui semblent être opposées, et finalement en faire émerger une synthèse qui est encore plus belle que cette contradiction. Donc c'est ça la thérapie comportementale dialectique. Aujourd'hui, on va vous présenter du coup très rapidement, alors on va faire tout un peu très rapidement, désolée, mais on va vous présenter la thérapie comportementale dialectique dans ces concepts. Et on vous présentera ces outils parce qu'on avait vraiment à cœur que vous partiez d'ici avec des outils à proposer aux personnes que vous pouvez accompagner ou pour vous, si vous en avez besoin. Sachant que tout le monde en a un peu besoin, et ça c'est un des messages qui vous sera aussi transmis. Donc j'interviens avec Pomme Ferron et Diego Tonolo, qui sont d'anciens usagers de Care, Pomme de la première promo et Diego de la deuxième. On commencera donc par parler de la TCD en 30 minutes, on vous présentera les outils de tolérance à la détresse et vous pourrez poser vos questions. Je vous fais une présentation théorique sur la thérapie comportementale dialectique et ensuite Pomme et Diego pourront témoigner en premier lieu de leur parcours et puis de comment ils ont intégré la TCD à leur vie. L'objectif principal de la TCD, c'est d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est Marshall Linehan qui l'a dit. Donc Marshall Linehan, c'est la personne qui a mis en place, qui a créé la thérapie comportementale dialectique. Elle était elle-même atteinte d'un trouble borderline et elle était psycho. Donc du coup, elle a mis en place tout un programme psychothérapique pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle a bien galéré, la pauvre. Elle est née il y a longtemps. Donc, elle n'avait pas accès à ces outils aujourd'hui qu'on peut proposer. Donc, elle a reçu de multiples diagnostics, des thérapies. Enfin, bref, ça a été compliqué. Et du coup, elle a mis en place une thérapie pour qu'elle puisse s'aider. Et elle s'est rendue compte que ça fonctionnait. Et donc, elle a inventé ce modèle thérapeutique qu'elle a proposé aux personnes et qu'elle a après multiplié les recherches scientifiques pour venir valider cette thérapie. Et donc, Marshall Linehan, elle veut que les personnes qui suivent la thérapie aient une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Les objectifs principaux de la TCD, ça va être d'apprendre à réguler les comportements, les émotions, les pensées qui causent la détresse et la souffrance. Donc, ça a été déjà dit par Martin et Marie-Alix, mais on va voir un petit peu comment on peut accéder à ça. Pour ça, dans la TCD, il y a 4 modules différents. Le premier module qu'on va proposer, souvent en premier, ça va être le module de la tolérance à la détresse. Le module de tolérance à la détresse, ça va être des compétences qu'on va proposer aux personnes qui souffrent d'un trouble borderline pour apprendre à mieux gérer leur crise et diminuer leur souffrance émotionnelle. La première étape qu'on va essayer de cibler avec le module de tolérance à la détresse, ça va être de diminuer cette souffrance et cette détresse qui peut amener à avoir des comportements autodommageables très forts et très dangereux pour les personnes qui utilisent ces stratégies-là. Et donc, du coup, qui peuvent mettre en danger de vie, enfin de mort ces personnes, donc qui peuvent être vraiment dangereuses pour elles et qui aussi les empêchent de venir en thérapie. Donc, on va déjà les outiller pour qu'elles puissent apprendre à tolérer cette espèce de détresse émotionnelle, de feu émotionnel que ces personnes ressentent à l'intérieur d'elles. On verra après un peu comment on peut proposer ces outils et comment on les explique. Ensuite, on propose un module d'efficacité interpersonnelle. Donc, ce module d'efficacité interpersonnelle, ça va être pour apprendre à mieux réguler les relations, à mieux gérer ses relations interpersonnelles. On a vu qu'on passait souvent des moments d'idéalisation à des moments de dévalorisation. Donc, on va essayer de voir comment on peut développer des compétences pour apprendre à être plus affirmé dans ses relations, apprendre aussi à donner ses limites, à dire ses besoins. Parce que quand on a un trouble borderline, une des difficultés majeures, ça va être cette adaptation en permanence à son environnement pour éviter le rejet, qui participe au fait de ne pas se connaître, de ne pas savoir qui je suis. Donc, on va accompagner les personnes à oser dire non, pour mieux savoir qui elles sont. Ensuite, une fois que ces personnes sont fortes d'outils pour apprendre à gérer la détresse émotionnelle et apprendre à mieux gérer les relations, on va leur apprendre petit à petit à réguler leurs émotions. Cette régulation des émotions, ça va passer par le fait d'accepter de ressentir des émotions. On ne va pas demander aux personnes de ne plus ressentir, on va les accompagner dans le fait d'apprendre à ressentir et à interpréter les signaux que leur envoie leur corps. Sans émotion, on ne survivrait pas. Ça, on ne l'a pas assez dit. On n'a pas assez dit. Sans émotion, on ne survit pas. Or, le trouble borderline, la personne qui a un trouble borderline a tellement peur de ses émotions qu'elle va tout faire pour ne pas les ressentir, parce que ça fait trop mal. Du coup, pour survivre dans un environnement de façon adaptée, c'est compliqué quand on n'écoute pas ses émotions. Et enfin, un module de pleine conscience, toujours dans cette idée d'apprendre à repérer les signaux dans son corps, d'apprendre à les décoder correctement, tout en restant dans le moment présent. On va essayer d'emprunter un peu cette voie du milieu. Donc là, on rejoint le concept de la dialectique, où on essaye de synthétiser 2 idées qui sont nous, à cœur, juste pour présenter un tout petit peu notre modèle, on a choisi, parce que la pleine conscience pour les personnes qui ont un trouble borderline, qui ont tendance à dysréguler et qui ont souvent un TDAH associé, leur demander de se poser 30 secondes comme on vient de le faire là, c'est genre impossible. Et c'est vécu avec beaucoup de souffrance et de sentiments d'échec aussi, ça les met en échec. On leur demande de regarder à l'intérieur d'elles à un moment où elles ne sont pas assez outillées pour faire face si ça part en crise. Donc, on va y aller petit à petit. Donc, on a pris un peu parti de distiller la pleine conscience au sein des 3 autres modules de la tolérance à la détresse, de l'efficacité interperso et de la régulation émotionnelle. Ça va? C'est clair? Comment utiliser les compétences en TCD? J'ai repris une vidéo du Grémo Us, une chaîne YouTube que je vous conseille fortement et qui sont hyper clairs. Ils reprennent toutes les compétences en TCD. Parce que souvent, on a du mal à savoir quand est-ce que je peux appliquer les compétences, à quel moment au niveau de ma tension émotionnelle je peux les appliquer. Donc, sur une tension de 0 à 100, quand je suis de 0 à 30, je vais pouvoir appliquer les compétences de pleine conscience. Je ne suis pas trop activée, ça va, dans mon corps, ce n'est pas insupportable. Je peux réguler, respirer, aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe, prendre du recul. Quand je suis
de 0 à 60, je peux encore appliquer les techniques de régulation émotionnelle. Je peux apprendre à accueillir cette émotion et essayer de la laisser passer, ou mettre en place des réflexions un petit peu plus au niveau du lobe frontal, justement, un petit peu plus cortiquées pour apprendre à agir à l'opposé de ce que me dirait mon émotion de faire. Si j'ai peur, je vais y aller. Si je suis en colère, je vais me rapprocher de la personne et lui faire un câlin. Et enfin, les compétences d'efficacité interpersonnelle, aussi de 0 à 60, j'ai encore accès à mon cerveau, à la disponibilité psychique pour mettre en place des techniques un petit peu plus complexes et aller vers l'autre et apprendre à réguler mes relations interpersonnelles. Donc, quand je suis de 60 à 100, j'utilise les compétences de tolérance à la détresse. C'est celles qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va vous les présenter rapidement pour que vous puissiez partir un peu avec. Et pour commencer, je laisse la parole à Diego et à Pam pour qu'ils puissent témoigner de leur parcours de vie et puis de ce que la TCD a pu leur apporter. Donc Pam prend la parole. Bonjour tout le monde, je suis désolée, j'ai gardé mon téléphone parce que j'ai mes notes dessus, donc voilà. Du coup, moi c'est Paul, j'ai 28 ans et j'ai un long parcours psy, un peu erratique pour arriver à aujourd'hui là ici. Je pense que le premier psy que j'ai vu, c'est à 16 ans. Ça aurait pu être plus tôt, mais ça s'est fait à ce moment-là. Pardon, à ce moment-là, j'avais conscience un peu de plusieurs choses un peu traumatiques et des séquelles que ça avait laissées, mais pas forcément de ce que ça impliquait de comportements potentiellement dommageables ou comment je pouvais aussi apprendre à vivre autrement que la façon dont je vivais. Et c'est un peu parce que dans les psys, je pense qu'à ce moment-là, je cherchais beaucoup, moi, à parler de ces traumatismes, à essayer de trouver comment soigner les séquelles que ça avait laissées. Mais à ce moment-là, personne ne m'avait parlé de trouble borderline. Et je pense que c'est notamment à force de conflits avec mes amis, avec ma famille, avec mes différentes relations amoureuses, que je commençais quand même à me poser la question de qu'est-ce qui posait problème dans mes relations avec les autres, et que j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je vais avoir droit à la stabilité, est-ce que je vais avoir droit de construire quelque chose sur le long terme, comme d'autres gens qui arrivent à très bien le faire, visiblement. Et je sentais aussi ce que j'ai nommé souvent, c'était d'avoir l'impression de beaucoup donner, de toujours être très donner beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, et de pas en recevoir assez en retour. Moi, j'avais tendance à reprocher ça aux gens et penser que juste les gens étaient ingrats. Mais avant de aussi, moi, me poser la question de comment je fonctionne et du coup, comment les autres fonctionnent aussi. Donc, ça passe par une phase de se remettre en question. Et on se remet en question parfois violemment, mais ça peut-être que j'en parlerai après, mais je pense que le flou un peu dans lequel on est, il est aussi valable pour les autres, parce qu'en fait, il y a, les gens du coup se disent pas forcément elle a un trouble borderline et peut-être qu'elle devrait
être soigné, mais je sais pas, les gens disent simplement t'es folle, t'arriveras jamais à rien construire, tu es complètement instable, voilà, des choses comme ça, pas forcément très agréables qu'on se reçoit et qui, je pense, contribuent aussi en fait à amplifier les symptômes, quoi. Et moi, ça passait beaucoup par aussi beaucoup d'impulsivité, de l'alcool aussi, et des façons de me faire du mal en me brûlant, diverses choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Enfin, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Et ça faisait que j'ai quand même beaucoup arrêté, changé euh, de relations, de parcours de vie pendant longtemps. D'où cette impression de aussi avoir un peu du mal à trouver une stabilité. En même temps, je pense que ça m'a servi. Ce que je disais à Florian tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que quand on a un trouble borderline, on vit plein de crises de la quarantaine tout le temps, de manière précoce. Et donc, en fait, peut-être aussi qu'il y a des questions qu'on se pose plus tôt que d'autres. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un aspect de ça qui est quand même aussi une force, en tout cas, ou que quand on finit par aussi guérir et soigner de ça, il y a plein de choses qu'on a apprises aussi. Et j'apprenais plein de choses, mais ça n'allait quand même toujours pas. Donc, et les psys n'aidaient pas forcément parce que c'était long, parce que il y avait beaucoup de blabla, que quand moi je commençais à penser que justement je croyais comprendre d'où ça venait, on me disait on verra, on verra, on verra. Euh, et en fait, le trouble borderline, la première façon dont j'en ai entendu parler, c'était par Internet. C'était par des séries. Je vous recommande une série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, qui, malgré son titre, est une très bonne série. Lauriane la conseille aussi, je crois. Donc voilà. Et en fait, c'est seulement euh, après une tentative de suicide il y a 1 an et demi que j'ai atterri à l'unité psychiatrique crise ici, à Lyon, et que du coup j'ai rencontré le groupe CARE, et ce qui a été différent d'autres hospitalisations, et j'y pense parce que Céline en a parlé tout à l'heure. Moi, la première chose qui m'a un peu soulagée, c'est que justement, en fait, très vite, je revenais dans le monde extérieur, mais j'étais accompagné à côté. Et j'avais pas ce de rester 1 mois et demi quelque part, me dire c'est bien, c'est confortable, et puis ressortir et faire oula, qu'est-ce qui se passe avec le monde en fait extérieur. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est que justement là, je crois que j'ai évoqué le fait que j'avais l'impression d'avoir des choses qui ressemblaient au trouble borderline, on m'a cru tout de suite et qu'on m'a tout de suite orienté vers ce, enfin, le care, quoi, sans attendre qu'il y ait forcément besoin d'un diagnostic complètement posé, mais en fait en se disant s'il y a des problèmes dans lesquels je me reconnais, alors c'est que peut-être j'ai besoin de cette thérapie-là. Et ça a été hyper important aussi, je crois, de sentir qu'on me faisait confiance, que en fait j'étais considérée à égalité, quoi, avec les thérapeutes. Et le fait d'avoir des groupes de parole et de pouvoir vraiment aussi, bien sûr qu'il y avait des personnes déjà dans mon entourage, on évoquait le truc borderline, on avait l'impression que, mais là d'avoir un cadre pour parler avec 5-6 personnes de ça, il y avait aussi un truc hyper empouvoirant en fait, enfin, un truc aussi de voir qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'on traverse et qu'on peut se donner des outils, euh, qu'on peut se donner de la force et qu'on peut aussi se plaindre de plein de choses ensemble, de comment les autres perçoivent ça, de comment ça nous emmerde au quotidien. Enfin, c'était aussi hyper positif, quoi. Voilà. Mais à côté de ça, du coup, j'avais aussi, à ce moment-là, j'avais vraiment décidé de tout mettre en place, quoi. Et on m'avait aussi conseillé un manuel de thérapie qui est le cahier pratique borderline de Déborah Ducasse. C'est ça. Bon.
dis pas de bêtises, que je faisais en parallèle, des séances individuelles. Enfin, à ce moment-là, je crois qu'on m'avait donné tellement d'outils et en une première demi-heure, on m'avait déjà ouvert tellement de possibilités dont on m'avait jamais parlé avant, que je me suis dit, ok, ben là, tu mets le paquet et on verra bien, quoi. Et on voit bien. Aujourd'hui, ça va quand même vraiment beaucoup mieux, quoi. Parce que je pense que justement, c'est un peu comme, je me suis noté du coup, c'est un peu comme de la rééducation physique, quoi, j'ai l'impression. Il y a un truc dans le corps de réflexes qu'on prend, et je sens qu'il y a plein de réflexes que j'ai pu acquérir aussi grâce à cette thérapie-là, c'est-à-dire que dans les moments où où je sens que ça pourrait arriver à une zone de tension émotionnelle, très vite, je peux avoir le réflexe, mais physique, quoi, de faire, de faire en sorte que ça n'aille pas trop loin. Il y a vraiment ce truc-là, quoi, qui est comme de la rééducation, quoi, j'ai l'impression. Euh, mais aussi plein de choses, d'arriver à beaucoup mieux gérer la solitude, de beaucoup mieux me protéger des autres et de pouvoir me concentrer sur d'autres problématiques, puisque le chemin est long et qu'il y a d'autres choses à faire, mais même de santé mentale, genre le TDAH, par exemple. Et puis de sentir que je me blâme simplement moins aussi quand je rumine, et plutôt que de me dire je suis encore en train de ruminer, qu'est-ce que je fais? En fait, d'arriver à me dire ok, je vais faire ça, je vais de me donner des conseils en fait, plutôt que de simplement m'accabler et de m'en vouloir d'être mal et du coup d'être mal, de m'en vouloir d'être mal. Ce qui est quand même un peu, j'ai l'impression, le truc le plus vertigineux dans le truc borderline, et de en fait me dire je vais mal, qu'est-ce que je peux faire, ou il faudrait que, je dis pas que ça vient tout de suite en une seconde, mais ça vient quand même beaucoup plus vite. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à Pomme d'avoir expliqué tout ça et d'avoir parlé d'elle. Donc moi, je m'appelle Diego, j'ai 20 ans. Je tiens à dire que j'ai ma feuille de notes avec moi et dû avec ce dont a parlé Marie-Alix tout à l'heure quant à la prévalence entre le TDAH et le trouble borderline, je risque de la relire plutôt pas mal. Du coup, moi, j'ai intégré le programme CARE en juin 2022, après du coup une tentative de suicide qui m'a amené à l'hôpital en début avril 2022. Du coup, j'ai attaqué donc, le programme avec les 5 séances d'initiation à la thérapie comportementale et dialectique. 5 séances qui m'ont été hyper utiles, où j'ai appris pas mal de trucs en fait sur moi-même, où j'ai appris aussi des outils, notamment du coup cette tolérance à la détresse dont on va parler juste après. Et ouais, vraiment des outils qui m'ont servi et qui m'ont aidé au quotidien à éviter de continuer de sombrer. Pour donner un contexte, en gros, rapidement, j'ai eu, du coup, à partir de, si je devais donner un âge à peu près à partir de mes 6 ou 7 ans, j'ai commencé à me rendre compte que j'allais mal, j'avais une famille dysfonctionnelle, j'ai vécu du harcèlement, j'étais en échec scolaire, donc un petit combo quand même de trucs qui n'aident pas au départ. Et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à avoir une psy, donc c'était en CE1. Donc j'ai vu une psy toute l'époque de ma primaire et petit à petit jusqu'au lycée avec des moments où je la voyais pas, des moments où je la voyais. Et en fait à cette époque-là, du coup on m'a dit vous souffrez de dépression, du diagnostic facile. Et donc pendant très longtemps, je ne savais pas ce que j'avais, comme beaucoup de personnes borderline à qui on n'a pas dit, ou en tout cas on n'a pas pris en considération ce que ces personnes-là disaient, dû au fait que souvent on dit c'est la crise d'adolescence,
En vérité, il y a vraiment des trucs sous-jacents qu'il faut prendre en considération chez les adolescents qui vous en parlent. Et donc, du coup, ça m'a amené petit à petit à ma phase dépressive la plus hardcore que j'ai vécue. Et donc, petit à petit, en m'enfonçant dans le mal, je me suis retrouvé, donc, du coup, raccord avec ce que je disais tout à l'heure, à l'hôpital Édouard Herriot. À ce moment-là, j'étais en arrêt de travail. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une bonne année. J'ai pris une bonne année pour moi, où à raison de 2 à 5 rendez-vous par semaine, j'allais voir des psychologues, plusieurs, des psychiatres aussi, plusieurs. Et du coup, la thérapie à l'hôpital Édouard Herriot par rapport au trouble borderline. Du coup, pendant ce parcours, on m'a donné plusieurs diagnostics. Donc j'ai eu le premier, le diagnostic du trouble borderline, et c'est, je pense, le diagnostic qui m'influence le plus dans la vie au quotidien, en tout cas à l'époque. Suite à ça, donc j'ai eu le diagnostic de TDAH et encore un peu plus tard le diagnostic du bipolaire. Donc tout à l'heure, il y aura une partie exprès sur la prévalence entre la bipolarité et le trouble borderline. Ça viendra après la pause. Ce qui est utile pour moi en termes de thérapie, j'ai suivi la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC, la TCD et le MDR, qui est une thérapie basée sur la révision en fait, des traumas qui ont été vécus pour les considérer d'une autre manière et éviter qu'ils marquent encore aujourd'hui les personnes qui en souffrent. Donc, par rapport au trouble borderline, c'est vraiment la thérapie comportementale dialectique qui m'a sauvé sur le plan. Moi, j'avais énormément de mal sur 2 points, c'était la gestion émotionnelle et la peur de l'abandon, classique. Et donc, au niveau de la gestion émotionnelle, ça m'a permis vraiment d'apprendre à prendre le recul et considérer en fait une situation dans son ensemble, parce que c'est un truc que justement les personnes borderline ont du mal à faire, à prendre vraiment ce temps pour ne plus se laisser déborder par ses émotions, par ses sentiments, et justement analyser la situation dans son entièreté sans forcément avoir tout le côté où on va avoir cette parano, où on va se faire des films, etc. Parce que c'est un truc qui revient énormément. Au niveau de la peur de l'abandon, du coup, c'est ce qui est lié. J'ai arrêté d'interpréter en fait les pensées des autres parce que c'est un truc qui est assez récurrent, c'est-à-dire que on pense parfois savoir ce que les autres pensent de nous. C'est faux. On ne sait jamais ce qui se passe dans le cerveau des autres. Et donc, du coup, c'est ce travail-là, en fait, d'arrêter de se projeter à la place des autres, arrêter de se dire, en fait, cette personne, elle ne m'a pas dit bonjour, elle me déteste, c'est comme d'hab, tout le monde me déteste, etc. Non, peut-être qu'elle ne vous a pas vu. C'est aussi apprendre à justement prendre du recul sur les situations, les analyser, les dédramatiser, pardon. Et donc, les prendre en considération, ça permet d'éviter de se monter la tête. Et du coup, d'être plus calme et de savoir mieux aborder les situations. Du coup, pour ça, j'ai pas mal utilisé un truc qui s'appelle la pleine conscience, dont on va parler, je pense, après, qui permet de se reconnecter. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure en 30 secondes, c'est ça. Et qui permet de se reconnecter vraiment à soi-même, à ses émotions. Et c'est encore une fois, c'est cette idée de prendre le recul, de prendre soin de soi et de considérer la situation dans l'ensemble. Quoi d'autre? Je pense qu'en termes de présentation par rapport à la TCD, c'est à peu près tout. Je suis aujourd'hui ici pour véhiculer un message d'espoir. Parce que du coup, c'est le truc dont on parlait tout à l'heure. Quand on a un trouble borderline et qu'on n'est pas encore soigné ou qu'on est en début de soins, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Et c'est un truc que j'ai ressenti, que je pense que tu as ressenti aussi, toi aussi. Et j'étais persuadé que en fait, ça serait comme ça toute ma vie et que ça changerait pas. Et que de toute façon, c'était comme ça et point, et j'irais mal tout le temps. Eh ben non, parce que sinon je ne serais pas là pour en parler. Donc je suis là aussi pour le dire à toutes les personnes, qu'importe l'âge que vous avez,
Ouais, c'est important en fait de toujours se remettre en question et toujours se dire qu'en fait bah, rien n'est impossible, surtout quand il s'agit de santé mentale, on peut prendre soin de soi, c'est possible pour chacun et chacune. Donc voilà, je vous le souhaite à toutes et à tous. Merci. Comment on fait pour sortir du coup? Les outils de tolérance à la détresse. Bon, c'est pas grave, je vais vous la dessiner, ce sera plus cool. Martin, tout à l'heure, il vous a présenté une courbe. Eliette? Eliette. En gros, quand on a un trouble borderline, on disait qu'au niveau génétique, on avait déjà une prédisposition à une vulnérabilité émotionnelle, une hypersensibilité interpersonnelle. Donc, s'il y a un événement stressant, mon émotion elle va monter en flèche. En fait, je vais vous le faire parce que je préfère. Comme dans les groupes. Donc, ça monte en flèche. Ici, vu que j'ai appris des stratégies des comportements autodommageables pour diminuer ma tension émotionnelle, je vais les utiliser parce que c'est insupportable à ressentir cette détresse émotionnelle. Donc c'est là que je vais utiliser tous mes comportements autodommageables. Et puis, ça descend d'un coup. Et c'est ça le problème. Alors, c'est trop chouette parce que ça marche. Là, on valide. Donc c'est trop chouette parce que ça marche. Le problème, c'est que ça descend de façon très rapide et très intense. Donc le cerveau, lui, il retient, tu as trouvé un truc qui fonctionne, recommence. Donc la prochaine fois qu'il va y avoir une petite stimulation au niveau de l'émotion, le cerveau, qu'est-ce qu'il va envoyer comme message? Recommence. Donc là, je vais à nouveau utiliser mes comportements autodommageables. Et donc petit à petit, je vais diminuer ma tolérance à la détresse. C'est pour ça qu'on parle d'outils de tolérance à la détresse. On ne va pas apprendre aux personnes qui ont un trouble borderline à tolérer un mouvement émotionnel qui est insupportable à ressentir, mais plutôt le cerveau à moins interpréter de façon négative ce qui se passe. Donc le cerveau, il tombe accro à cette redescente rapide et intense. Le problème, c'est que du coup, on peut leur dire, bah, faites rien, vous verrez, ça va passer. Oui, ça va passer. En soi, une émotion, ça finit toujours par passer. Mais comme sur le schéma de tout à l'heure, ça va descendre très lentement. Et vu qu'on a des personnes qui ont une hypersensibilité, bah, un facteur de stress est vite arrivé. Et donc, le facteur de stress, il va se cumuler à l'émotion qui n'est pas encore tout à fait redescendue. Donc, du coup, au lieu d'arriver, c'est ce qu'on appelle un lent retour à la base. Donc, au lieu d'arriver à une émotion à 10 sur 10, à 10 sur 100, ça va arriver sur un terrain à 80 sur 100. Et boum, ça repart encore plus loin. Okay, donc, c'est ce qui va expliquer ces crises intenses. Donc, on ne va pas demander ça tout de suite aux personnes qu'on accompagne. On va plutôt leur donner des outils de tolérance à la détresse. Bon, c'est pas miraculeux, mais ça marche un peu. C'est-à-dire que ça va venir diminuer un peu plus rapidement que si je faisais rien, mais un peu moins lentement que si j'utilise les stratégies habituelles de comportement autodommageable. Et en même temps, c'est parce que ça marche un peu moins vite que c'est plus efficace à moyen long terme. Parce que du coup, petit à petit, je vais apprendre à mon cerveau à tolérer la détresse. Il va savoir que au bout de 2-3 minutes, ça va diminuer. Donc là, mes Diego pourront témoigner un peu là-dessus. C'est le moment où, là, en mode thérapeute, on y va aussi. Vous disiez, c'est cracher tes tripes quand on est en mode patient. Quand on est thérapeute aussi un peu, parce qu'il faut accompagner dans ces moments-là, il ne faut pas lâcher les gens. Il faut leur donner cet espoir que ça va baisser.
il faut les guider parce qu'au début, c'est chaud d'y croire. Hein. Ok. Donc voilà, c'est ce qui est expliqué là-dessus. Ça explique le comportement addict, enfin la composante addictive des comportements autodommageables. C'est de la TCC pure et dure, là, ce qu'on est en train de voir. Donc pour ça, les stratégies des outils de tolérance à la détresse, on va utiliser exactement le même processus que celui qui est utilisé dans les stratégies et les comportements autodommageables, c'est-à-dire un peu celui de la douleur. Ça va être de surprendre le corps de façon extrêmement intense. Alors, ça ne sera jamais aussi intense, et c'est ce que disaient Céline et Martin tout à l'heure, ça ne sera jamais aussi intense que les scarifications, que d'autres stratégies qu'on peut utiliser, que Pomme a un peu citées, parce que ça ne sera jamais aussi douloureux et ça ne libérera pas les mêmes choses dans le cerveau. Mais ça marche quand même. Et surtout, ça vient réaugmenter votre amour et votre sécurité à l'intérieur de vous, puisque derrière, vous enchaînez pas sur un cercle tout pourri de culpabilité et de manque d'estime de soi de s'être fait du mal. Du coup, on va utiliser les mêmes techniques, la douleur, mais sans que ce soit dangereux et délétère pour le corps. Pour ça, on a mis des citrons. Logique. Et pour ça, on a deux outils, le stop et le type. Il y en a qui l'appellent TER aussi. On va reprendre ces acronymes. Le stop, ça va être d'interrompre l'action. Je suis en souffrance à ce moment-là. J'approche ma main de la boîte où je mets mes lames. Voilà, c'est stop. Je m'interromps. Ça veut dire que vous vous interrompez, vous êtes là. Hein. Vous êtes un peu dans la merde. Il faut vite agir. Mais un petit conseil, on met des stops là où on a l'habitude d'utiliser des stratégies. Par exemple, sur la boîte où je range mes lames, la boîte de mes médicaments, ma boîte à pharmacie, le frigo, les placards à nourriture. Tous les endroits où je vais avoir recours à mes comportements autodommageables, je vais mettre des stops. C'est pour repérer quand vous allez chez une personne borderline. Une fois que je me suis stoppée, je vous présente en entier, je vous montrerai ça après. Une fois que je me suis stoppée, je vais essayer un peu d'observer en pleine conscience. Nous, on squeeze un peu ces étapes au début parce que c'est un peu chaud de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelle est mon impulsion à réagir? » Il faut agir. Pour réagir face à la douleur émotionnelle. En gros, on retient, je me fiche. J'ai plein de petits exemples à vous donner, mais je pense que Pam et Diego peuvent partager des exemples sur Stop. Vous en avez? Allez. Ouais. C'est un truc que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, mais sur la thérapie, je pense que ça apprend vachement aussi à ramener tous les discours négatifs qu'on peut avoir sur soi-même quand on se sent mal, à les ramener vraiment à une sensation physique aussi, enfin à comprendre juste que l'émotion est un signal et qu'il faut faire quelque chose. C'est un peu aussi ce que je disais sur je devrais faire ça et tout, je devrais plutôt aller marcher, je devrais plutôt machin. Mais du coup le stop, c'est aussi un de ces réflexes qui vient avec cet apprentissage-là de prendre l'émotion comme un signal plus que et du coup couper avant le moment de l'interprétation, avant le moment de je me sens mal, décidément je peux faire que ça, je peux me faire que me sentir mal dans la vie, j'ai vraiment pas de etc. Et de couper à je me sens mal le plus tôt possible pour pas que ça dégénère et de justement pouvoir moi ce que j'avais fait par exemple c'est que à l'hôpital on nous avait donné un plan de protection qui est un peu une liste d'étapes qu'on peut se donner si vraiment on sent qu'il y a justement une situation de détresse mentale. Donc, quels outils je peux mettre en place toute seule? Et si ça marche pas, qu'est-ce que je peux aller faire? Qui je peux appeler, etc. Mais moi, je me l'étais mis en favori sur mon téléphone. Je crois même que j'avais comme fond d'écran à un moment donné. Et donc, en fait, si je sentais que justement j'étais en train de partir trop loin, j'avais juste à me faire ok, en fait il y a un truc rationnel à faire là tout de suite maintenant.
parce que ces moments de détresse, c'est aussi des moments où on n'arrive plus à penser, c'est des moments où on oublie qu'est-ce qu'on pensait à des moments où on n'était pas en détresse, et en fait, avoir des espèces de petits boucles qu'on s'est laissés comme le stop, enfin, c'est comme des pense-bêtes de moi qui vais bien, qui me suis laissé pour les moments où moi, qui va pas bien, va les voir. Et en fait, ça aide aussi à se dire, ah oui, à tel moment, j'avais un peu des perspectives de qu'est-ce que je pourrais faire, ou est-ce que, enfin, j'arrivais à avoir du recul sur cette situation-là. Et pour moi, c'est ça qui aide à, justement, euh, temporiser, observer, enfin, tout ce qu'il y a écrit sur le tableau, donc je vais pas leur dire, mais en tout cas, c'est comme des petites billes, quoi, des petits cailloux qu'on se laisse retrouver un chemin un peu serein quand on va un peu plus mal. Voilà, ça c'est comme image que j'avais donnée. Du coup, pour moi, pour parler de l'outil Stop, c'est l'outil qui fonctionne le mieux. Donc, on verra les autres après. Mais pour moi, c'est l'outil qui fonctionne le mieux au niveau de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, prendre du temps, temporiser, etc. Je vais vous donner un petit exemple d'une fois qui n'est pas si vieille, mais qui est arrivée, pour essayer de concrétiser un peu ça. Donc j'étais dans ma chambre, je sais plus, 2-3 heures du mat, j'étais pas bien. Et donc je commence à avoir des idées noires, comme c'est quelque chose d'assez récurrent. Sauf que maintenant j'ai les armes pour y faire face. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté. J'ai pris le temps d'observer ce que je pensais, de laisser passer mes pensées dans ma tête sans les juger, juste en les observant. Et donc j'ai pris le recul par rapport à la situation. J'ai essayé de comprendre d'où ça venait, pourquoi je me sentais comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai compris. Donc, pour autant, ça n'a pas réglé le problème en lui-même, c'est-à-dire que j'ai continué d'avoir au fond de moi un truc où je ne me sentais pas très bien. Donc la solution pour moi dans ces cas-là, c'est la distraction, c'est-à-dire que ça fait partie d'un autre outil qui s'appelle Accept, qu'on verra juste après. Et en fait, je suis sorti de chez moi, je suis pris un vélo et je suis allé, je suis plus jusqu'à de Villeurbanne jusqu'à Valmy, j'ai pédalé, et ça, pareil, ça fait partie de type, c'est-à-dire la dépense physique. Et voilà, c'est de l'extériorisation en fait, donc ça a été la combinaison de plusieurs outils que j'ai pu mettre en place parce que c'est ceux qui marchent le mieux pour moi. Donc voilà, le stop, c'est un outil que je plébiscite beaucoup auprès de mes proches parce que pour moi, c'est la base pour considérer ensuite l'ensemble de la situation. Ah. On est sur du high level, d'intégration des compétences et tout, enfin, plein d'améliorations. Ouais, le stop, on dit souvent aux personnes qu'on accompagne que c'est un peu l'outil méga hyper important parce que c'est lui qui va enclencher derrière l'accès aux autres outils. Parce que si j'arrive à me stopper, je remets en place, je peux avoir accès aux autres outils. Et pour faire le lien avec les présentations d'avant, c'est vraiment ce pont, ce que disait Marie-Alix, entre le frontal et derrière ce qui se passe au niveau du système limbique. Je remets un pont, en fait, qui n'existe pas très bien, enfin, qui dysfonctionne un peu. Donc, une fois que je me suis stoppée, je ne reste pas là-haut parce que quand même, c'est un peu galère. Donc, je vais redescendre tranquille. Enfin, je vais essayer de redescendre, en tout cas. Et pour ça, on va utiliser la température. Donc, la température, il y a plusieurs outils qu'on peut proposer, qui semblent un peu barbares, mais ça marche. Ça va être de prendre une douche froide. On a des personnes qui ont témoigné, qui nous ont expliqué que prendre une douche froide habillée, c'était encore mieux parce que du coup, les vêtements sont mouillés et du coup, l'été, ils pèsent lourd sur le corps et ils sont froids. Donc, ça potentialise vraiment l'effet du froid sur le corps et ça contient un peu. Plonger la tête dans l'eau froide, dans une bassine d'eau froide, ça fonctionne aussi bien parce que ça déclenche tout simplement le réflexe de la noyade. Le cerveau croit que vous êtes en train de vous noyer
parce que vous avez tout le visage immergé et la respiration et le rythme cardiaque diminuent de façon complètement automatique. Donc, il n'y a même pas besoin de réfléchir à ce moment-là. Ça va ralentir. Et nous, on est fans des citrons. On est fans des citrons gelés. On les utilise beaucoup en hospice pour initier les patients à la pratique des outils de tolérance à la détresse. Et puis, on les utilise aussi beaucoup sur les groupes CARE. Ça coûte que dalle. C'est accessible. Ça tient dans une main. Et on les met au congèle. Et dès qu'il y a une crise, je cours dans mon congèle, je prends les citrons et je les serre super, 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 super fort. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu de la neige dans vos mains ou des glaçons. Ça fait mal. Ok ? Donc, du coup, un citron gelé, ça fait vraiment mal. Avec un peu de chance, le citron, au bout d'un moment, il se dégèle parce que les crises, ça met un peu de temps à passer. Donc, du coup, je peux aussi après avoir accès à d'autres sens avec le citron, comme le mordre, me passer sur le bras, enfin, voilà, me faire un petit jus. Donc, les citrons gelés, c'est trop bien. Est-ce que vous voulez témoigner sur les... Ou alors, je les passe tous et vous faites un petit truc... Ouais, ce sera moins fastidieux. Ensuite, le I pour intensité physique. Donc là, pareil, on va agir sur une espèce de très forte tension émotionnelle. Et Diego en a parlé en faisant du vélo. Donc, on imagine la vitesse à laquelle il a fait Villeurbanne-Valmy. Mais en gros, c'est de se décharger. C'est d'enlever la tension qui est à l'intérieur de moi. Donc, soit j'ai accès à une pratique physique, marcher, courir, faire du vélo, facilement, donc je peux y aller. Soit je suis chez moi, je suis coincée et je n'ose pas sortir, je vais utiliser des choses qui sont à mon domicile. Pour ça, je vais faire des pompes, des squats, tout ce qui va vraiment décharger. Nous, on utilise beaucoup les packs de lait à soulever ou les bouteilles d'eau à soulever, ou des livres, des dicos, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais soulever des choses lourdes pour essayer d'évacuer la tension qui est dans le corps, notamment si c'est la colère qui vous active, parce que ça va venir prendre tout le haut du corps. Et un outil qu'on aime bien aussi, c'est celui d'essorer un linge mouillé. Si vous avez déjà fait tomber une serviette à la mer ou au bord d'une piscine et que vous l'essorez, au bout d'un moment, ça défonce un peu les bras et ça fait mal aux mains. Donc, du coup, on va aller rechercher aussi ce même processus. Donc, vous mouillez une serviette éponge dans de l'eau froide et ensuite vous l'essorez. Et le P pour pratiquer la respiration. On va pas pratiquer la respiration type cohérence cardiaque qui sera peu accessible à ce moment-là à cause de la tension émotionnelle qui est trop importante. On va plutôt pratiquer une respiration qui va venir activer le système nerveux autonome parasympathique. Faire le lien aussi avec les présentations d'avant. C'est parce que le système nerveux à ce moment-là dysrégule. Donc on va essayer d'aller rechercher le côté calme et apaisant. Et pour ça, on a un accès qui est juste royal, c'est la respiration. Pareil, c'est automatique, pas besoin de réfléchir. J'inspire, je me mets en apnée et j'expire plus longuement que quand j'inspire. Et comme ça, je vais activer plus longtemps le système de la détente et de l'apaisement. Est-ce que vous avez un petit exemple à donner pour le type? Vous en avez donné un, Diego, tout à l'heure. Moi, je m'en souviens d'un pour vous. Oui, moi, j'utilise beaucoup le truc que je fais, je pense, le plus souvent et que je continue à faire, c'est la cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration et un peu d'auto-hypnose, quoi. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir, donc ça, c'est plutôt bien. Où il y a juste pendant 5 minutes, pardon. Enfin, il y a l'auto-hypnose de 5 minutes, vraiment suivre un petit signal qui indique quand inspirer, quand expirer pour vraiment réguler la respiration sur 5 minutes. Et en fait, ça envoie le message au cerveau qui interprète le fait que la respiration soit régulière, qui en fait, lui, va l'interpréter comme un sentiment de sérénité et ça va apaiser quoi, en 5 minutes un peu, quoi, diminuer l'émotion. Et vraiment en le faisant régulièrement, même dans le bus, enfin, je dirais, il y a plein d'endroits où on peut le faire assez facilement. Ça, c'est vraiment un truc qui, moi, m'aide
à vraiment me recentrer assez rapidement, quoi. Après, moi, je sais que tout ce qui est, justement, enfin, en plus, ça se voit à quel point les sensations physiques influent elles aussi sur nos émotions, parce que je sais pas vous, mais moi, la canicule, ça dérégule complètement mes émotions, par exemple. Et du coup, ça me force aussi, je sais pas, à aller boire de l'eau, à justement me lancer sur le visage. Et tout ça, je trouve que c'est quand même d'un coup d'être ramené aussi à mon corps et à ce qu'on a à faire, à ce qu'on peut ressentir, c'est quand même des choses qui, moi aussi, m'aident à pas rester dans ma tête et à revenir aussi à un truc plus concret. Donc voilà. Ouais, du coup, pour revenir rapidement, les exos de respiration, c'est un truc que je fais pas mal. J'ai eu beaucoup de mal au début parce qu'il faut se concentrer et j'ai du mal. Et au début, je m'en voulais, c'est-à-dire que je faisais des exos de respiration, je me perdais dans mes pensées, je l'arrêtais. J'étais là en mode putain, t'es une grosse merde et tout, t'arrives même pas à te concentrer. J'ai arrêté. J'ai compris que en fait c'était normal et quand on se rendait compte qu'on divaguait, qu'on partait sur autre chose, euh, bah en fait c'était ok. On avait juste à revenir sur le truc sur quoi on était en train de se concentrer. Donc en l'occurrence les exos de respiration. Je faisais pas mal d'insomnie et c'est un truc qui va mieux aujourd'hui grâce aux exos de respiration, notamment parce que en fait ça détend vraiment le corps. Juste en fait c'est un réflexe vraiment naturel, c'est-à-dire que quand on se met à respirer, à prendre des profondes inspirations et expirer aussi avec profondeur, bah, en fait ça détend. Sinon aussi je voulais dire un truc par rapport au sens. Je sais pas si c'est un truc qu'on doit voir après ou pas. Ouais, peut-être. Ouais. Et du coup, moi, j'ai une technique qui a été super efficace pour moi et que je continue d'appliquer vraiment beaucoup. C'est-à-dire, en gros, quand c'est, par exemple, dans des moments de dissociation, les moments où on va perdre connexion avec la réalité, ou les moments de crise qui vont nous rapprocher en fait de cet état de déconnexion, il y a une technique pour moi qui fonctionne énormément et c'est une technique que j'ai donnée à beaucoup de mes potes et pour qui ça fonctionne aussi. La dite technique en question, c'est citer trois choses que je vois autour de moi et leur couleur. Citer aussi trois choses que je peux toucher autour de moi, deux choses que je peux entendre, deux choses que je peux sentir et potentiellement, si c'est possible, selon la personne et selon l'environnement, une chose que je peux goûter. Et en fait, tout ça, ça permet de se reconnecter vraiment à ses sens et par extension à la réalité, en fait, et de revenir du coup à l'endroit où on est et de se sentir plus concentré et de pouvoir du coup mieux se comprendre. Et ça m'a évité pas mal de crises, enfin ça m'a évité que des crises aillent trop loin. Et voilà, c'est un truc que j'utilise encore énormément et qui est hyper utile. Donc vraiment retenez, se reconnecter à ses sens. Voilà. J'en ai une dernière à rajouter. Mais un truc aussi facile à faire et en toutes circonstances, si ça arrive dans des moments où on est avec d'autres gens et par exemple qu'on est assis à une table en réunion, j'en sais rien, un truc facile à faire, c'est de contracter ses muscles comme ça, contracter ses poings. Et ça peut faire mal au bout d'un moment. Mais si on respire comme ça, qu'on bloque et qu'on contracte, il y a un truc d'alternance, c'est trois fois le haut du corps pendant quelques secondes, on arrête, puis trois fois le bas du corps, on arrête, et ensuite trois fois le haut et le bas du corps en même temps. Et c'est aussi un bon moyen de revenir à son corps, à la réalité et à sortir un petit peu de sa tête. Voilà, c'est juste le petit. Et ça, comme vous ne le savez pas, et c'est un exemple qu'on donne à chaque fois qu'on présente ces outils-là. On vous cite, enfin, on dit, bah, on a une patiente qui nous a donné une situation et on cite la situation. Vous avez utilisé ça en pleine classe. Vous étiez là en train de vous cramponner à votre table pour que ça ne se voit pas. Et on cite cet exemple pour dire qu'aussi, cette technique-là, on peut l'utiliser en public. Genre, je suis dans mon bus, je sens que je vais faire une crise d'angoisse ou dans le métro, bah, je peux m'agripper à la barre et serrer super fort. Et du coup, ça ne se voit pas. Et vous pouvez prendre le métro. Une pratique famille. Une fois que je suis redescendue à peu près par là, j'ai à nouveau accès à mon cerveau
et à ma pensée, il va falloir que je continue à m'accompagner à redescendre. Quand je suis à peu près autour de 80, 70, 60 de tension émotionnelle, je vais m'accompagner pour continuer à redescendre tranquillement. Et je vais me donner un petit peu de confiance en moi à ce moment-là. Et donc pour ça, on a 3 outils qui sont Accept, Improve et l'apaisement de soi. Et Diego et Pam ont fait une transition de ouf, donc du coup, ils en ont déjà parlé, donc je vais passer assez rapidement. Le premier outil, c'est l'outil Accept, donc c'est se distraire dont Diego parlait. Donc je vais utiliser des activités pour sortir de mes ruminations ou de pensées un peu dysfonctionnelles ou de sensations corporelles désagréables, en sortant avec un ami ou une amie, regarder un film, lire une revue, bref, faire quelque chose qui va capter mon attention. En apportant sa contribution, donc là, je vais essayer de venir nourrir plutôt un sentiment d'amour et de gratitude pour essayer de sortir de l'émotion désagréable que je ressens. Donc ça va être de faire quelque chose d'attentionné, envoyer un message, écrire un email pour dire à quel point une personne me manque, ou comme j'aime cette personne, ou comme je suis reconnaissante que cette personne fasse partie de ma vie. Bref, je vais essayer d'aller activer quelque chose de l'ordre de la gratitude. Avec des comparaisons, donc je vais essayer de penser à un autre moment difficile que j'ai vécu. C'est un petit peu ce que vous décriviez tout à l'heure, où finalement, le moi d'aujourd'hui, il est un petit peu plus fort que le moi d'hier. Et le moi d'hier, il a réussi à passer cette crise. Du coup, pourquoi j'y arriverai pas aujourd'hui finalement? Donc ça va être se prendre par la main et repenser à des difficultés qu'on a pu traverser. Avec d'autres émotions, en écoutant une chanson qui me fait switcher au niveau émotionnel. On avait une personne qui venait de se faire, qui venait de subir une rupture et elle était toute seule un samedi soir. Elle était vraiment tristoune. Du coup, apparition des idées suicidaires, d'envie de se faire du mal. Et elle s'est dit, bah vas-y, je vais switcher sur autre chose. Et elle s'est regardé le film Ça. C'est trop fort de faire ça. Et du coup, elle a eu peur plutôt que d'être triste. En tenant à distance, repérer la rumination et lui dire non. Et se parler à soi aussi. Avec d'autres sensations, donc presser une balle, caresser un animal, et puis là, on peut retrouver aussi tous les outils de tolérance à la détresse. L'animal est là. Ça va là-dessus? C'est facile. Pas quand on est en crise. Hein. Une course, ça va être d'améliorer l'instant. Donc là, pareil, je suis dans quelque chose où finalement j'ai extériorisé cette tension. Puis là, maintenant, je vais venir essayer de prendre soin de moi parce que, je me suis accompagnée là, hein. J'en suis là. Donc je mérite bien un petit moment un peu de confort pour moi-même et avec moi-même. Donc avec de l'imagerie, avec des exercices de visualisation et de relaxation. Donc ça, vous en trouvez mais plein sur YouTube. En mettant du sens, repérer les valeurs, mes valeurs, les citer. Là, j'ai pris la valeur de prendre soin de moi et de gérer cette crise et de ne pas incendier mon mec ou ma nana parce qu'il est rentré en retard ou j'en sais rien. Avec la prière, si jamais il y a des personnes qui ont une religion, c'est le moment de prier. En invoquant sa force intérieure et en invoquant un peu cette espèce de conscience éclairée que Marshall Linehan met bien en avant avec toute sa spiritualité. Avec de la relaxation, ça peut être boire une tisane chaude, un lait chaud, un cacao, un truc. Vraiment, on revient vers cet aspect un peu cocoon. On se félicite, on se réoriente vers le moment présent, on ramène son esprit sur ce que l'on fait, comme Diego en parlait très bien. Avec de brèves vacances, vas-y, je peux passer à travers ça. Là, maintenant, je m'octroie bien une petite heure où je vais faire un truc qui me fait penser aux vacances. Et en s'encourageant, et donc là, on met en place le discours bienveillant envers soi-même. Et enfin, avec l'apaisement de soi, donc on va utiliser le fait de se recentrer sur l'instant présent avec tous les 5 sens. Je vous présente, il n'y a vraiment que des tout petits exemples là, c'était pour être la plus concise possible. Mais dans les fiches qu'on propose, il y a plein d'exemples pour y penser. Parce que c'est dur de se dire, OK, vas-y, je vais me mettre à observer mon environnement sans avoir d'outils au départ. Donc vous êtes guidé à travers une petite liste de choses à faire.
On régule sa respiration. Ça va bien se passer. Ça va? Et enfin, dernier témoignage de Pam et Diego. Pour, bon, en fait, vous l'avez déjà fait ça. Un petit peu. Mais par contre, il y a des trucs à rajouter après. C'est plus ça que vous vouliez dire. Ouais, j'avais sur le truc de se récompenser aussi un peu. Enfin, je trouve que c'est hyper important et c'est un truc que je fais aussi beaucoup plus, de me dire mais là en fait je viens de passer un moment dur où je viens de faire un truc important pour prendre soin de moi et ça m'a coûté potentiellement, donc j'ai le droit de, je sais pas, là du coup marcher, couper le téléphone. En fait, pour l'instant, je ne dois rien à telle personne qui me demande, qui m'envoie un message et qui veut absolument que je lui réponde dans la minute. Je me garde ma bulle, quoi. Et en fait, je trouve que c'est hyper important même de se l'appliquer au quotidien parce que c'est aussi un peu ce qu'on disait par rapport aux sensations physiques et c'est pour ça que je parlais de la canicule et tout. Mais en vrai, c'est hyper important, quoi, euh, quand on va pas bien, on a l'impression que ça sert à rien de se lever, de se faire à manger, de dormir, etc. Et en fait, je crois que je dis pas que je suis parfaite là-dessus parce que j'ai plein de problèmes de sommeil et pour être régulière dans mes repas et tout. Mais quand je le fais, je le prends aussi comme une manière de me récompenser, quoi. Enfin, de me dire, en fait, là, je mange, c'est super. Ou, bon, c'est des pâtes, mais c'est pas grave, au moins je mange. Mais en fait, d'arriver à saisir les moments de la journée comme aussi des vraies pauses et des vrais moments pour soi, quoi. Et de vraiment aussi accepter qu'on se fait des cadeaux et qu'on mérite, en fait, aussi de se faire des cadeaux. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Peut-être je peux introduire ce que va dire Diego, parce que je sais un peu. En disant aussi que là, je m'adresse plus aux professionnels de santé, que la TCD, c'est pas que donner des compétences aux personnes qui en ont besoin, c'est aussi en recevoir beaucoup, vraiment. Et c'est une espèce d'aller-retour entre les personnes qu'on accompagne et nous en tant que thérapeutes. Et pour ça, merci. Parce que vous nous avez fait grandir, vraiment. Et la TCD fait grandir. Et je pense que c'est des outils qui mériteraient d'être appliqués à tous et à toutes. Et du coup, Diego va en parler un peu, je pense, pour l'ouverture. Ouais, du coup, par rapport à ce que disait Florian, en fait, c'est quelque chose qu'on a remarqué en discutant. La TCD, c'est utile pour les personnes qui ont besoin d'aide et aussi pour les personnes qui en donnent. C'est à double sens. Et c'est pour ça que je voulais souligner le fait pour les professionnels qui sont ici aujourd'hui, de bien prendre en compte le fait que les gens qui viennent vous voir ne sont pas juste des patients, mais des personnes comme n'importe qui, et qu'en fait, on a à apprendre de tout le monde, ça c'est une vérité générale. Et voilà, c'est important, je pense, c'est un message qu'il faut retenir, parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu psy, on retrouve quand même pas mal de professionnels qui prennent pas en compte ça, et je pense que toutes les personnes qui sont passées dans le milieu psy de près ou de loin ont pu voir ou alors connaissent des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Donc aujourd'hui, je le dis, prenez soin des gens qui viennent vous voir parce que c'est des gens comme n'importe qui. Je voulais aussi parler d'un truc qui est assez récurrent, c'est-à-dire que en gros, j'aimerais que plébisciter le fait que c'est important d'accepter de s'ouvrir à la communication, de demander et de recevoir de l'aide. C'est quelque chose qui est difficile à faire, mais qui est possible.
pour tout le monde. Je parle en tant que personne qui a reçu une éducation genrée en homme. Et en fait, malheureusement, aux hommes, on leur apprend pas à parler. Et ça, c'est un truc que je pense que beaucoup ont pu remarquer. Et en fait, j'invite du coup toutes les personnes aujourd'hui qui ont du mal à ça, et particulièrement les hommes, à se rendre compte que c'est pas une faiblesse et que c'est OK de discuter, de parler, de dire ce qui va pas, et que ça peut nous aider, nous sauver. Moi, ça a été mon cas. Donc, je voulais souligner ce point-là. C'est légitime d'être soigné, c'est vraiment pas un signe de faiblesse. Je voulais aussi dire que chaque personne qui se retrouve dans les caractéristiques dont on a parlé aujourd'hui, dans les 9 symptômes évoqués tout à l'heure, est légitime de potentiellement utiliser ces outils. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un diagnostic pour avoir ces problèmes-là. C'est-à-dire que certaines personnes ont un diagnostic parce qu'elles ont été repérées ou parce qu'elles ont fini à l'hôpital, etc. Et qu'on a considéré que leur comportement était très élevé comparé à la moyenne sur ces points-là, et du coup, on leur a donné un diagnostic. Mais je tiens à dire qu'on a tous et toutes des problèmes du quotidien, et c'est normal. Et au niveau parfois on se pose des questions sur l'abandon, parfois on a du mal à gérer nos émotions. Et tous les outils dont on a parlé sont applicables par tout le monde. Vraiment tout le monde, j'en ai donné notamment à mon père, et ça a marché dans certains trucs. Donc vraiment j'invite tout le monde à considérer ça. Je voulais aussi signifier un truc important pour moi. Le diagnostic, c'est jamais une clé de l'ensemble. C'est-à-dire que ça ne représente pas ce que vous êtes. Ça soulève seulement, ça aide à trouver de l'aide par rapport aux particularités qui concernent, mais ça définira jamais, et ça ne définit pas la personne que vous êtes. Vous avez des caractères qui sont à vous, vous êtes particulier, particulière. Et voilà, c'est ça qui fait la personne que vous êtes. Donc, voilà, le diagnostic, c'est un mot qu'on pose sur certains comportements, et c'est important de faire la différence entre ce mot et ce qu'on est vraiment. Donc voilà, je voulais du coup finir sur le fait que chaque personne dans cette salle vaut beaucoup, et forcément, puisque vous avez tous et toutes fait l'effort d'être ici aujourd'hui pour vous intéresser du coup à ce trouble borderline. Donc voilà, je vous remercie, et félicitations à tout le monde. Diego a bien parlé, et je vais quand même enfoncer le clou. Moi, je trouve que et ça se ressent, enfin, dans la TCD, il y a c'est, oh, pardon, tout va bien. Je trouve qu'on apprend à prendre soin de soi aussi en écoutant les autres, et du coup en écoutant leur vécu, et c'est aussi en identifiant dans les situations des autres là où on se retrouve ou là où on se retrouve pas, mais en fait en étant aussi, en apprenant à être une aide pour les autres, qu'on apprend à être une aide pour soi. Et moi, en fait, je le vois aussi que même au quotidien, je continue de vouloir transmettre plein de choses aux gens qui, je sens, traversent des difficultés, enfin mes proches, quoi, qui traverseraient aussi des difficultés psychologiques, émotionnelles. Et que ça, c'est aussi des choses qui permettent de consolider ça. Il y avait même un truc un peu marrant, c'est que quand on s'est retrouvés pour préparer ça, on s'est rendu compte que Diego, comme moi, on était intéressé par exemple par la pérédance. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est dans la salle, ou pas du tout, mais la pérédance, c'est le fait de faire venir d'anciens usagers et usagères, mais dans les parcours de soins pour ça se professionnalise aussi, c'est-à-dire de vraiment employer d'anciens et d'anciennes patients-patientes pour accompagner des personnes qui traversent actuellement des parcours de soins similaires et des problématiques similaires. Et donc, je trouve ça quand même intéressant, quoi, cette espèce de réciprocité. Et justement, en faisant ce groupe, il y a plein de moments où je me suis dit, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça?
pourquoi tout le monde n'a pas des groupes pour apprendre la communication interpersonnelle, pour apprendre la régulation des émotions, parce qu'en fait, on n'apprend pas ça, enfin, on l'apprend pas dans tous les cas, et on a parlé d'environnement pas adapté. Si les environnements sont pas adaptés, c'est bien qu'il y a aussi une question sociale, peut-être même, je sais pas, politique, qui pose de comment on appréhende ces émotions-là, comment on aborde ça, comment on apprend à communiquer, et que stigmatiser aussi les personnes qui, par exemple, avec un trouble borderline, je l'ai dit tout à l'heure, ça amplifie souvent les symptômes, mais ça pousse aussi le problème un peu plus loin que soi. Et je trouve que c'est important en fait d'arriver à comprendre que peut-être que cette personne a une réaction beaucoup plus virulente et qui la met dans une situation de malaise personnel par rapport à des questions de communication, d'émotion. Mais en fait, c'est quelque chose qui doit être pris en charge largement, et Diego l'a un peu dit. Parce qu'en fait, les personnes qui ont un trouble borderline, c'est aussi les personnes qui font la démarche de trouver un diagnostic, qui font la démarche de prendre soin d'elles, et que c'est un vrai travail, donc c'est vraiment du temps aussi qu'on prend, et que si ce travail-là, si cet effort-là était un peu partagé, je pense que ça irait beaucoup mieux. Il y a des questions aussi qu'on n'a pas trop évoquées, mais des questions de genre, à la fois sur comment ça peut aussi euh, comment le fait d'être élevé comme une femme, d'avoir des expériences de femme dans la vie de tous les jours, c'est aussi des facteurs qui peuvent apprendre à réfréner ses émotions, à les mettre en second par rapport à celles des autres, et aussi comment ça renforce les stigmates, c'est-à-dire qu'une femme borderline, ben, c'est la folle, et c'est la petite, ex-petite amie folle, justement, par rapport à la série dont je parlais. Donc c'est quand même des trucs où il faut qu'on soit, je pense, tous et toutes, en tout cas qu'on prenne conscience que ces questions de santé mentale, c'est vraiment des questions à se poser généralement, et que les personnes ont ces troubles, elles ont aussi, et Florian l'a dit, et je suis d'accord, qu'on a une richesse aussi, qu'on a une force, et qu'on a plein de choses à apprendre aux gens, parce que tout ce qu'on a traversé et tout ce qu'on vit après de rétablissement, c'est aussi des choses auxquelles plein de gens n'ont pas eu à penser. Et c'est vraiment aussi des choses que les autres doivent apprendre à voir en nous, comment on a dû en très peu de temps parfois se poser 1000 questions sur notre bonheur, sur notre confort, sur nos valeurs et sur les relations aussi qu'on a autour de nous. Donc voilà, je voulais terminer sur ça. Merci et merci à vous. Je crois que tout a été dit. J'ai rien à rajouter, si ce n'est bravo. Et bonheur.